petit live react des familles. Puis ensuite, on improvise. Voilà, comme ça, vous savez ce qui va se passer. Normalement, ce petit live va durer moins d'1 heure. Hein. Voilà, moins d'1 heure. Discussion, ok. Petit react, on va react à quoi? On va react... Waouh. On va... Ouais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va react à quoi? On va react... À votre avis? Vidéo que je n'ai toujours pas vue. Bam! Le squeeze. Squeezie. Voilà. Alors. Le titre de la vidéo, c'est « Il a fabriqué un jetpack et ça a viré au cauchemar ». Ah, par contre, je remets parce qu'il n'y avait pas le son. Après, il faudrait que je sache si le son est bon. Dans le sens où on espère entendre ma voix et également celle de Squeezie. Allez, c'est parti. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de jetpack. C'est extrêmement précis. Bon, mentez pas, on a tous déjà voulu essayer un jetpack dans notre vie. Je ne peux pas être seul, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dangereux? Sûrement. Oui, mais est-ce que ça a l'air amusant? Oh que oui! À chaque fois que vous avez vu un jetpack, c'était probablement dans des films ou dans des jeux vidéo. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est une technologie extrêmement dangereuse et coûteuse. Il y a donc eu très peu de gens pour commercialiser des jetpacks ou les utiliser. Et pourtant, il y a une histoire exceptionnelle dans ce game très précis du jetpack. Celle de 3 gars qui ont si je parle en même temps dans le domaine qui ont réussi à confectionner un jetpack, le Rocket Belt 2000. Je vous mens pas quand je vous dis qu'ils avaient aucune expertise là-dedans, vous allez voir, mais c'est pas ça qui est étonnant. Non, 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 c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que la naissance de ce jetpack a entraîné un fiasco absolu. Du vol, des agressions, des enlèvements, des millions de dollars de procès et même un meurtre. Oui, vous ne rêvez pas, tout ça à cause d'un putain de jetpack. Allez, c'est parti, croyez-moi, vous allez jamais autant aimer vos collègues de travail et vos potes qu'après avoir vu cette vidéo. Attendez, avant de passer à la suite de l'histoire, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Ouais, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. À l'époque, avec un constat très simple, les jetpacks, ça sert pas à grand respect chose, quand même, hein. mais quand même, c'est stylé. Regardez. L'idée même du jetpack naît d'abord dans la science-fiction au début du XXe siècle, donc ça remonte loin. Et petit à petit, plein d'ingénieurs autour du globe se sont dit, bah vas-y, on va recréer ça quoi, dans la vraie vie. Très rapidement, Après, le principe même du jetpack rejoint juste le fait de voler. C'est tout. C'est le fait de voler, c'est quelque chose que l'humain a envie de faire depuis bien longtemps. Beaucoup d'entre eux se cassent la gueule sur ce projet pour la simple et bonne raison que les lois de la physique ne jouent pas du tout en faveur d'un projet jetpack. Un projet jetpack, si on prend du recul, c'est faire voler un humain à base de jets de flammes qui sortent de son dos. Ces jets de flammes, ça demande de consommer beaucoup de fuel qui crame très vite. Et donc faudrait mettre beaucoup de fuel pour voler longtemps, sauf que mettre beaucoup de fuel, bah ça pèse lourd, donc du coup tu peux voler moins longtemps. C'est un casse-tête. Voilà, et tout le monde l'a compris, sauf une société américaine, c'est toujours eux, qui va finir par pondre un jetpack viable dans les années 60. C'est super tôt. Cette boîte, c'est Bell Aeronautics, et alors qui va financer ce jetpack? C'est pas eux de leur poche, c'est un contrat juteux avec l'armée américaine. Et oui, ça permettrait aux soldats américains de s'envoler un peu partout sur le champ de bataille, de passer au-dessus des barbelés, des mines, et d'avoir donc un avantage conséquent sur l'ennemi. Je comprends pas, voilà, je vous le dis. Je suis pas militaire de formation, mais s'il vous plaît, quoi. Qui a peur après, il y a un truc qui existe depuis un peu plus longtemps, ça s'appelle les avions. Voilà. Et les premiers prototypes fonctionnent plutôt bien. Ils parviennent réellement à faire voler des mecs de manière sécurisée. En revanche, la durée du vol, c'est 20 secondes. Impossible de faire plus. Ce qui est, on le rappelle, largement suffisant pour te faire shooter en plein vol. Mais malheureusement, 20 secondes pour l'armée, bah ça sert à rien. Donc ils retirent leur financement. Sauf que Bell Aeronautics, là, maintenant, ils ont un jetpack sur le dos. Et en vrai, ils ont dépensé énormément d'argent dans le développement. Donc faut qu'ils en fassent quelque chose. Rassurez-vous, ils ont un plan B. S'ils peuvent pas l'utiliser au front, et ben désormais, ils vont l'utiliser dans le showbiz. Événements sportifs, concerts, grand prix, vous voulez du jetpack? Vous aurez du jetpack. Pendant 20 secondes par contre uniquement. Et le pari fonctionne puisque Bell là, bah, ils vont avoir énormément de demandes du monde entier. Et pour répondre à toute cette demande, ils vont devoir former en urgence des pilotes, dont un qui s'appelle Bill Sweetor. Alors comment ils le trouvent? Si jamais vous comptiez devenir un peu pilote de jetpack, ça se passe un peu comme la NASA. Ça veut dire qu'ils vont faire une sélection entre pas du tout. C'était le jardinier d'un mec. Ils avaient besoin d'un cobaye, il était jeune et ambitieux. Hop là, maintenant t'es pilote de jetpack mon gars. Et Bill, son courage là, ça va payer puisqu'il passe de petits mecs qui tondaient des pelouses l'été pour se faire de l'argent de poche à méga star du jetpack. Bill, il va même avoir l'immense honneur d'être contacté directement par la production des films James Bond. Ils ont un nouveau film qui est dans les tuyaux, Opération Tonnerre, et ils veulent une séquence avec un jetpack. Alors évidemment, on n'en voit pas Sean Connery dans les airs avec un engin pareil, et le seul mec au monde à pouvoir cascader en jetpack, bah c'est Bill. Donc là, cette séquence dans le film, c'est lui.
Petite gloire quand même. Le film sort en 1965 et c'est un immense carton qui aura d'ailleurs contribué à la popularisation du jetpack. Et d'ailleurs parmi les gens qui se prennent une claque devant le film dans les salles de ciné, il y a un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Brad Barker et qui va devenir obsédé par les jetpacks après avoir vu ça. Mais on y reviendra plus tard, pour le moment il a juste 9 ans et suce son pouce. Après la sortie du film, Bill est évidemment appelé un peu partout pour faire des shows. Disneyland, Super Bowl et une vingtaine d'années plus tard la consécration ultime, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Plus d'1 milliard de téléspectateurs rivés sur leurs écrans voient ça. Un gars qui vole au-dessus d'une foule en délire en jetpack, putain. Ça c'est mon Amérique. Mais c'est le début des problèmes. Bill n'est absolument pas assuré pour ça. Je vous la fais rapide, mais s'il se casse un truc, sa vie est tout simplement foutue. Ça aussi c'est mon Amérique. Yeah! L'histoire c'est que son employeur lui ment depuis le début sur ça, et quand Bill l'apprend, ça lui fout la haine au point où il démissionne sur le champ. Après des années de carrière de rockstar du jetpack, Billy devient fonctionnaire à New York. Voilà un bon gros 360 pour l'ami Bill. Alors Bell Aeronautics, là ils ont quelques autres pilotes en rab, mais personne n'est aussi expérimenté que Bill. Et surtout ils sentent que le vent tourne et cette histoire de jetpack là, c'est bien un nom américain, ça va ça, des Bill. emmerdes. Donc ils revendent tout simplement le jetpack à un parc d'attractions suédois. Oui, c'est complètement random. Pour accompagner la vente, ils proposent les services d'un de leurs pilotes pas ouf, mais qui fait le taf, un certain Kenny Gibson. Malheureusement pour le parc d'attractions, le Kenny là, à côté, il fait une carrière d'acteur et il finit par être assez chaud et par percer un peu puisqu'il devient la doublure officielle de Chuck Norris. Ouais, les Suédois, ils ont la haine, ils peuvent donc plus rien faire de leur jetpack Chuck sans Norris. un pilote. À 11 ans, t'avais quel âge? Non, c'est quoi? Le mec qui dit n'importe quoi, putain, j'ai mis pause pour de la merde. Moi, à ton âge... Non, ok. Ah, il dit ça à un mec de 11 ans, t'as quel âge? J'ai 11 ans. Moi, à ton âge, j'avais déjà 12 ans. Voilà, Chuck Norris fact. Donc ils acceptent de le À l'époque, revendre ça faisait du directement buzz, à ça. Kenny pour pas cher. Pour Kenny, c'est offre en or, j'ai un boulevard devant moi, il y a zéro concurrence, je peux facturer 25 000 $ l'heure de show. Bref, c'est tout bonnement l'affaire du siècle pour lui. Par contre, le problème, Et aussi c'est que la le début des caméra, elle est affaires. pas... Son problème enfin, à Kenny, c'est qu'il est seul. Et il aurait en bien vrai, besoin d'un faudrait mec que je pour me mette l'épauler. là, quoi. Et vous savez qui est super pote avec Kenny? Le mec qui a arrêté de sucer son pouce. Brad Barker. Ça fait 20 piges qu'il a en tête la séquence du James Bond en jetpack et ça reste Hop. un de ses goals absolus. En plus, il se fait un peu chier dans sa vie puisqu'il rêvait d'être cascadeur, mais il a fini vendeur d'assurance. Un peu moins fun. Mais maintenant que Kenny a un peu de pouvoir et surtout le précieux jetpack, et ben il peut faire bosser son pote. Et Barker, il hésite pas une seconde, il lâche directement son taf. Et sa mission c'est simple, comme il s'y connaît pas mal en mécanique, il va être chargé de réparer le jetpack à chaque fois qu'il y a un problème. Et là, nos deux amis, ils rêvent encore plus grand. Ils se disent putain, mais le jetpack il est bien, mais ce serait pas mal de le pimper. Et pour ça, il faudrait un autre gars qui s'y connaît un peu. Larry Stanley! Ce mec, c'est un type qu'ils ont croisé lors d'un saut en parachute et il cumule tout ce qu'il cherche. Il adore l'aéronautique, il adore bricoler, et sa famille a fait fortune dans les champs de pétrole. Il a donc plein d'argent à dépenser dans des projets de merde loufoques, comme le projet Jetpack. Alors il signe lui aussi, et on a maintenant notre boys band au complet. Alors Larry, il est pas mauvais, puisque rapidement, il essaie d'améliorer le Jetpack et il y arrive, il va réussir à upgrade le système de propulsion. C'est pas rien. En dehors du taf, tout se passe. Et ça, comment tu... Est-ce que les mecs, ils ont fait des études sur ça ou... Non, parce que faire un jetpack, c'est quelque chose. Mais faire des recherches sur ce dit jetpack, ça, c'est autre chose. Les mecs, c'est un trio de tête. Parce qu'il y en a, ils disent qu'ils s'y connaissent, machin. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Passe bien, ils deviennent super potes au point même où Brad prête très régulièrement son avion de tourisme à Stanley. C'est vous dire comment ils se font confiance maintenant. Mais pour combien de temps? Parce que oui, en 1986, cet avion, voyez-vous, il disparaît. Il l'avait prêté comme d'hab à Stanley, sauf que depuis plus d'un jour, il donne aucun signe de vie. Brad, forcément, il panique, il appelle la police et il contacte même une branche du FBI. Et au bout du fil, le mec du FBI se tape une énorme barre en apprenant qu'il a prêté son avion à nul autre que Larry Stanley. C'est simple, d'après lui, toutes les agences américaines connaissent ce nom. Pourquoi? Eh ben parce que ce Stanley, ce serait un baron de la drogue. Et ce petit avion-là de tourisme, il l'utilisait pas pour aller voir madame à 2 heures d'avion, il l'utilisait pour transporter des kilos de coke entre l'Amérique du Sud et les US. Alors toutes ces agences et le FBI, ils ont jamais eu de preuves tangibles pour le coincer, mais pour eux c'est simple, à un moment où il parle à Brad au bout du fil, l'avion il est sûrement au fond d'un océan, chargé de drogue. Brad il est deg, il réalise que depuis le début, il s'est fait rouler. Sauf que son avion C'est une dinguerie, ça. On t'appelle, les mecs, ils se foutent de ta gueule, ils disent, bah en fait, tu viens de donner ton avion à un baron de drogue. C'est limite, pour en ajouter encore plus, ils auraient dû l'arrêter pour complicité. Tiens, tant qu'à faire, tant qu'à être bête, tant qu'à se faire arnaquer, autant y aller jusqu'au bout. Autant y aller jusqu'au bout, mon frère. il est pas au fond de l'océan. Il va le retrouver planqué dans un hangar de l'aérodrome où ils allaient parfois avec Stanley. Et d'ailleurs, quand il le retrouve, il découvre que son avion, il a été grave modifié dans son dos. En l'occurrence, les modifs, c'est des rajouts qui permettent à l'avion de faire des trajets longue distance, ce qui confirme donc l'hypothèse du baron de la drogue. Et Stanley, ce chien, il a dit au mécano de mettre tout ça sur le compte du proprio, donc de Brad. Il se retrouve donc avec une note de 30 000 $ qu'il peut pas payer justement parce que toutes ses économies, il les a mis dans cet avion, qu'il va donc revendre pour pouvoir rembourser la note de la customisation du dit avion. Alors à la base, ils étaient donc juste en train de monter une boîte de
de jetpack et c'est très vite parti en couille. Mais je vous rassure, le projet malgré tout leur tient à cœur et donc continue. Sans Stanley par contre, parce qu'ils entendent plus parler de lui pendant 4 ans 4 ans durant lesquels ils arrivent à choper des petits contrats à droite, à gauche et à faire donc tourner l'affaire. Mais Stanley dans son coin, il a suivi leur progression. Et à force de voir le jetpack apparaître à la télé, il se dit qu'il y a quand même peut-être quelque chose à en tirer là. Il va donc tout simplement non pas faire un comeback dans le groupe d'amis, mais le voler. Un jour, Kenny est en tournage à l'étranger et sa femme appelle Brad en pleurs. Stanley aurait forcé la porte du garage de leur domicile et se serait enfui avec le jetpack qui était stocké. Il aurait également laissé un mot disant de ne surtout pas chercher à le récupérer sous peine d'en subir les conséquences. Bon, alors moi déjà un baron de la drogue ça me terrorise, mais si en plus il a un jetpack, venez on laisse tomber directement, c'est. Mais vous savez ce que va faire Brad, qui est un homme sage et rationnel? Appeler un ami à lui ceinture noire de karaté, mon pote. C'est réel. Objectif, casser les genoux de Stanley. Hop là, il y a donc un gros convoi qui se monte avec la femme de Kenny, Brad, 2 de ses frères et le fameux karatéka man. Direction les champs de pétrole qui appartiennent à la famille de Stanley. Alors qu'ils sont dans le pays des armes à feu. Sur les lieux et sur place, ils sont stoppés par un nouvel antagoniste. Le gars de la sécu. Kenny, c'est un baron de la drogue. Ancien Navy Seal. Bim bam, uppercut dans le pif, le karatéman le met KO. C'est fin du match. Attendez, vous entendez? C'est une voiture. C'est Stanley qui s'inquiétait de voir un tel bordel devant chez lui. Il sort de la voiture et il supplie Brad d'arrêter de tabasser son garde et il lui promet qu'il va lui rendre le jetpack. Et il lui dit que d'ailleurs même ça tombe bien puisqu'il est stocké dans un entrepôt non loin d'ici. Brad et son équipe récupèrent donc le jetpack et les pièces détachées et se barrent sans plus tarder. Le plus fou dans cette histoire Red Dead Redemption 2, c'est que Brad il va même pas embrouiller Stanley là pour l'avion qui lui a littéralement volé. Sa seule priorité à ce moment-là, c'est vraiment mettre le jetpack à l'abri. Et en vrai, c'est smart, parce que leur business derrière marche de mieux en mieux. Ils attirent l'attention de plein de promoteurs d'événements et il y a un nom qui va les propulser dans un autre game. C'est Michael Jackson. Il prépare sa tournée, le Dangerous World Tour, et il veut un jetpack sur scène. C'est son petit caprice et il fait donc appel à Kenny qui deviendra à chaque représentation sa doublure officielle. Alors évidemment ça cartonne, vous avez peut-être déjà vu les images d'un jetpack au concert de Michael Jackson, bah c'était notre groupe de potes là. Et surtout ça leur rapporte gros, on parle d'un joli chèque d'un demi-million de dollars. Mais tout cet argent et toute cette fame, ça commence à faire tourner la tête de Brad. Et oui. Faudrait pas, en parlant de Brad, tiens, faudrait pas qu'une certaine personne touche cet argent pour le donner à un faux Brad. Ça je dis rien. Clin d'œil. C'est plus un groupe de 3 potes mais de 2 potes, mais ça suffit à ce qu'il y ait des problèmes. Déjà ça fait plusieurs mois que Brad s'entend plus trop avec Kenny parce qu'il touche un salaire pas ouf, mais il est au courant des sommes que Kenny touche et il veut une plus grosse part du gâteau. Alors notre ami Brad, le temps passe et il se met petit à petit à de plus en plus photographier le jetpack. Mais vraiment il commence à prendre des photos dans tous les angles possibles. Alors peut-être qu'il prépare une expo, mais dans ce cas pourquoi il fait aussi des croquis techniques du jetpack? Ah, ça doit être pour mieux le réparer. Excusez-moi, je vois le mal partout. Ils veulent copier le jetpack. Ils veulent copier. Kenny le démasque, l'engueule, mais c'est trop tard, le mal est fait. Brad part de son côté avec toutes les photographies et plans en main. Faites du bruit pour un nouveau personnage qui apparaît dans cette aventure exceptionnelle, Joe Wright. Alors lui pour le coup c'est un gars sympa qui fait pas mal à une mouche et qui tient un concessionnaire auto spécialisé dans les chaînes hi-fi. Rien à voir donc avec du jetpack, on est d'accord, mais il a un atelier à disposition et il a de l'argent à investir. Il connaît Brad parce que c'est un ancien client à lui avec qui il s'entendait super bien et en plus il adore le projet jetpack, comme tout le monde j'ai l'impression. Sauf qu'il manque un truc dans cette équation, c'est des compétences techniques. Ok, Brad sait réparer le jetpack original, mais ça veut pas dire qu'il est capable de le reconstruire en partant de zéro. Pour ça il faut des vrais ingénieurs qui s'y connaissent, alors Brad réfléchit. Après aussi, le truc, c'est que normalement, dans ce genre de projet, il faut surtout la possibilité de pouvoir faire plusieurs jetpacks pour pouvoir le commercialiser à quelqu'un, le vendre, quoi, juste tout simplement. Si t'en as qu'un, c'est bien, c'est beau, tu peux faire des démonstrations, mais comment tu le vends? Et ouais, je veux ton jetpack. D'accord, mais j'en ai qu'un. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire là, parce qu'il a fabriqué un jetpack, ça va virer au cauchemar. Bon, le cauchemar a déjà commencé visiblement. Longtemps. Il fait le tour de son répertoire et il a... Après, il a quand même pas mal de sous. Et s'il appelait Stanley? Oui, et s'il appelait l'autre couillon qui lui avait volé la son gueule de l'illumination. Oh. Quelle excellente idée. La gueule de l'illumination. Et comme cette histoire n'a absolument aucun sens du début à la fin, l'autre, là, Stanley, il accepte. Et oui, l'appât du gain de nos amis leur permet donc d'enterrer la hache de guerre. Et même s'ils s'apprécient bof, ils savent que toute cette histoire du jetpack, elle peut leur rapporter très gros. Et ça, c'est une mentalité typiquement américaine. Les mecs peuvent se détester, et tant qu'ils peuvent faire des sous, ils feront des sous. C'est le capitalisme pur. Je te déteste, mais ensemble on peut faire des sous, travaillons ensemble. Et en soi, c'est pas con, en soi. Hein? Autant avoir un ennemi qui te rapporte des sous. Je préfère un ennemi qui me rapporte des sous qu'un ennemi qui m'en fait perdre, par exemple. Ça, c'est logique. Mais c'est typiquement américain. Je pense pas que nulle part ailleurs ça puisse être fait, à part dans des pays qui sont très clairement capitalistes. Genre vraiment à fond, c'est dans la culture. Et de l'Amérique, bah, c'est le numéro 1, quoi. Et en soi,
c'est pas forcément une mauvaise idée, mais question de dignité, d'éthique. Mais bon, là-bas, ça se fait, à tort ou à raison. Bref. Stanley a les compétences pour assurer une partie de la technique, Brad a les plans du jetpack. C'est parti. L'équipe est en mode aléatoire, ça pue le fiasco. Mais pourquoi pas? Il leur manque juste un nom pour leur tout nouveau prototype et ce sera le Rocket Belt 2000. Alors le but c'est pas juste de recréer l'ancienne version du jetpack que détient Kini, le but c'est d'améliorer la technologie et de faire les choses à leur sauce. Ils veulent que ça vole plus haut, plus vite et plus longtemps, comme ça Kini pourra même plus rivaliser avec eux. Pour ça ils ramènent quelques consultants à bord, dont un certain Douglas Malwicki qui, accrochez-vous bien, a bossé sur le programme Apollo, rien que ça. Il aurait même aidé sur le design de bombardiers furtifs. Et d'ailleurs le fameux Douglas, vous savez ce qu'il aime faire dans son temps libre? Ça, le Robosaurus, un robot qui bouffe des bagnoles et crache des flammes. Ce mec est complètement fou et ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas assez de tarés dans cette équipe. Bon, en tout cas, forcément, ce mec, le projet de créer un jetpack, bah ça l'excite pas mal. Autre bon point, c'est que l'équipe est prête à s'endetter assez franchement pour s'entourer de gens zinzin mais talentueux comme lui. En tout cas, bonne nouvelle, après plusieurs années de boulot, en janvier 1995, le prototype est enfin fini. Bien plus poussé que son unique concurrent sur le marché, puisque lui, au lieu de voler que 20 secondes, il peut voler 30 secondes. Wow. Alors il reste une dernière étape quand même, c'est le test en conditions réelles. Je pensais qu'il allait dire une minute, qui serait pas mal, mais... Notre légende nationale du jetpack, souvenez-vous. Bill accepte, il rejoint leur atelier près de Houston, il enfile le jetpack et c'est le grand moment. Bill s'envole dans les airs. Il manie ça comme un chef sous les yeux ébahis de ses associés. Il finit par se reposer sans le moindre souci et ça y est, le pari est gagné. À eux le showbiz, à eux les millions de dollars. Comment une équipe aussi aléatoire a pu réussir un tel exploit? Bonne question. Mais c'est pas ça qui est vraiment zinzin dans cette histoire. C'est tout le fiasco qui va suivre à partir de maintenant. Parce qu'à peu près au même moment, Stanley il se rend compte que Brad est en train de lui faire à l'envers. Il découvre que ça fait des mois qu'il invente des fausses factures réglées par l'entreprise, mais qui en fait atterrissent dans sa poche. Il aurait encaissé au total un peu plus de 30 000 $ dans le dos de tout le monde. Stanley évidemment le confronte et Brad se défend en disant que c'est une blague. Les fameuses blagues à 30 000 balles. C'est énorme, énorme. Bon alors il a de la chance, Stanley est plus malin que lui et il se dit que ça vaut pas le coup de s'embrouiller pour 30 000 $. Mieux vaut rester pro vu la mine d'or qu'ils ont entre les mains, à savoir leur jetpack flambant neuf. Et puis il y a une question qui est mise sur le tapis, c'est qui va piloter le jetpack pendant les shows? Parce que nos deux potes là, Stanley et Brad, rappelez-vous, ils sont fans de cascade et de sport aérien eux aussi. Et maintenant que Bill l'a essayé et a prouvé que c'était safe, littéralement en risquant sa vie d'ailleurs, bah eux aussi ils veulent briller. Et donc ils se disputent comme des gosses. C'est moi qui vole, moi je vais voler, moi je vole. Oui, c'est moi qui vole, moi je vole. Ah, des bons petits enfantillages donc. Jusqu'à ce que Brad sorte un gun et le mette sur la tombe de Stanley. Suite à quoi il y a un grand silence, personne qui bouge, et puis Brad qui range son gun et qui s'excuse. I'm sorry, man. Bon là vous avez compris, ça commence à sentir le roussi. Voilà, l'appât du gain est trop grand, les mecs sont trop instables. Il y a pas mal de petites explosions qui s'enchaînent là quand même. D'ailleurs Stanley finit par lui reparler des fausses factures là et de l'argent qui s'est fait arnaquer, il l'a en travers. Brad lui répond. On va revenir un peu parce qu'il y a une histoire de gun. Il y a une histoire de gun et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on est en Amérique, les États-Unis mon pote. Et a prouvé que c'était safe, littéralement en risquant sa vie d'ailleurs. Bah eux aussi ils veulent briller. Et donc ils se disputent comme des gosses. C'est moi qui vole, moi je vais voler, moi je vole. Oui, c'est moi qui vole, moi je vole. Ah, des bons petits enfantillages donc. Tous les deux voler. Jusqu'à ce que Brad sorte un gun et le mette sur la tombe de Stanley. Voilà, ça c'est mon Amérique ça. Ça c'est mon Amérique à moi ça. Personne qui bouge. Et puis Brad qui range son gun et qui s'excuse. I'm sorry, man. Bon là vous avez compris, ça commence à sentir le roussi. Voilà, l'appât du gain est trop grand, les mecs sont trop instables. Il y a pas mal de petites explosions qui s'enchaînent là quand même. D'ailleurs Stanley finit par lui reparler des fausses factures là et de l'argent qui s'est fait arnaquer, il l'a en travers. Brad lui répond en lui mordant le bras jusqu'au sang. Ce à quoi Stanley répond avec un grand chassé dans la gueule de Brad qui se ramasse par terre, qui se pète un bras et qui finit donc à l'hôpital. Mais aussitôt le plâtre posé, Brad revient à l'atelier, chope un marteau et met des coups de marteau à Stanley directement. Oui, là, il a pété le plomb, Brad. Heureusement, un employé assiste à la scène et appelle immédiatement les secours qui réussissent à maîtriser Brad en arrivant. Stanley, lui, il est en sang, il est conduit à l'hôpital d'où sort à peine Brad, qui lui d'ailleurs est embarqué par la police. Mais, alors que Stanley est en train de se faire soigner, des flics débarquent, le menottent et l'amènent aussi au poste puisqu'ils ont aucune idée de qui est en tort dans cette affaire. Qui est le gentil, qui est le méchant? Pas la moindre idée. Et en attendant d'être interrogés, il les fout tout naturellement dans la même cellule de garde à vue du commissariat. Oh, ils sont malins. Alors dans ils cette sont cellule, il n'y aura américains. pas la suite du combat, non, ils sont trop sonnés pour se remettre sur la gueule. Et d'ailleurs, ce jour-là, ils finissent par être libérés sans poursuite additionnelle. En tout cas, dans ce florilège de trucs qui vont pas, il y a une bonne décision qui émerge. Brad et Stanley décident enfin de faire chemin à part. Du moins dans la vraie vie, parce qu'en justice, évidemment, ils s'attaquent à coups d'avocat. Chacun veut récupérer le bébé, le Rocket Belt 2000. Sauf que Brad, il est plus malin, il prend tout le monde de court et il justifie le rachat du jetpack pour seulement 10 000 $ avec l'appui de son avocat.
Ouais, on appelle ça une vilebrequin maintenant. Accompagné d'huissier, il va à l'atelier. il prend Squeezie le qui jetpack trempe et son il disparaît. biscuit. Et Stanley, bah, il a beau porter plainte pour contester tout ça. C'est ça pour va dire prendre du temps, qu'il- beaucoup de temps. Brad, donc, il il se a le mouille, jetpack. voilà. Il a aussi Joe, qui est toujours à ses côtés, qui est toujours OK pour bosser avec lui. Il est pas trop dérangé par le fait de bosser avec un mec qui a tabassé un autre mec à coups de marteau, mais bref. Et tant que la justice les contredit pas, ils peuvent exploiter le fameux jetpack. Et ça tombe bien parce que l'équipe de basket de Houston vient de remporter le championnat de NBA, on est en 1995, et le maire veut célébrer ça dignement. C'est donc l'inauguration du Rocket Ball 2000 qui va parader en ville sous les yeux ébahis des Houstonois. Et qui est aux commandes du jetpack pour cette inauguration? Bill, évidemment. Messieurs, dames, je vous invite à profiter de ce court extrait du Rocket Ball 2000 qui vole. Vraiment, ouvrez grand les yeux. Attends, hop, on remet en arrière. Il est court l'extrait, c'est la durée réelle là. Voilà, je vous le remets. C'est la première et dernière fois que le Rocket Ball 2000 volera. Voilà. Il n'y aura plus jamais. Mais pourquoi, vous vous dites? Quel potentiel gâché, Squeeze! Écoutez, c'est simple, tout tourne au cauchemar à partir de maintenant pour l'entreprise. Tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient accompli l'exploit de faire un autre prototype nickel d'un jetpack, putain. Alors déjà, Stanley poursuit Brad et Joe en justice pour avoir acquis, selon lui, illégalement le jetpack. Il leur demande non seulement la restitution du Rocket Ball 2000, mais aussi 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Cette plainte, elle va complètement détruire la boîte. Voilà. Déjà parce que Bill découvre à cette occasion Ça fait toutes les beaucoup. affaires de merde qui entourent ce jetpack et cette société, donc il se Ça fait casse beaucoup. directement, il n'y a plus de pilote. Et aussi parce que maintenant que la plainte est dans les tuyaux, bah il y a plus de jetpack qui tiennent en fait. Si Brad le sort en public, par exemple pour une représentation, bah il y a totalement des huissiers qui risquent de se pointer et de le saisir. Le jetpack est donc maintenant introuvable. Il est ni dans l'atelier, ni chez Brad, et donc l'entreprise peut pas générer le moindre dollar. Et celui qui va en souffrir le plus de cette situation, alors qu'il y est pour rien, bah c'est Joe. Il a investi beaucoup d'argent dans tout ça, il a même délaissé son business auto, souvenez-vous, spécialisé en chaîne EFI, qui est en train de faire faillite, et la peur de grosses poursuites judiciaires est évidemment en train de le ronger de l'intérieur. Donc Le pour pauvre repartir Joe. sur de bonnes bases, Joe fait le choix de se lancer dans la meth. Ah non, pas en mode Breaking Bad, il y a un quiproquo là. Je veux dire, il s'envoie de la meth toute la journée, il consomme quoi. Et Stanley, tout ça, il Ah. le sait. Donc il appelle Joe et il lui propose un deal. Je retire la plainte, je te donne en plus de ça 10 000 dollars et des parts d'une nouvelle entreprise, mais que si tu m'aides à mettre la main sur le jetpack et que tu plaides contre Brad. Et le pauvre Joe, bah vu qu'il a tout perdu et qu'il est clairement en galère de thunes, bah il accepte. Brad finit par être au courant du potentiel deal, il menace de très nombreuses fois Joe au téléphone et sur sa messagerie, mais Joe finira tout de même par signer le deal avec Stanley. Et ce choix, malheureusement, ça va lui être fatal. Quelques jours avant le procès, le 16 juillet 1998, un ami de Joe le retrouve mort dans son appartement. Alors est-ce qu'il a fait une overdose de meth ou d'une autre drogue? Non, puisqu'il est retrouvé dans une mare de sang. Et il est tellement défiguré que la police doit s'appuyer sur une analyse dentaire pour pouvoir confirmer son identité. Les enquêteurs estiment qu'il a reçu plus de 14 coups au visage à l'aide d'une arme. Ah, Squeezie nous a dit que précédemment, il y en avait un qui avait l'habitude de frapper des gens avec un marteau. Là, il montre un marteau. Alors, c'est pas les vraies images du meurtre, mais bon. Contendante. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est un mec qui frappe un autre avec un outil dans la main, mais c'est Brad! Aurait-il entendu parler de ce fameux deal secret entre Joe et Stanley? Ou n'est-ce qu'un hasard? On saura jamais. Et ouais, le meurtrier a été bon, il a nettoyé la scène de crime méticuleusement et la police n'a trouvé aucune trace exploitable. Alors quand même, Brad est bien évidemment le suspect numéro 1, puisque la police entend parler de ce deal entre Stanley et Joe et de toute l'histoire du jetpack, etc. Mais il flanche pas, il reste calme et il continue de clamer son innocence. Il dira même qu'au moment du crime, il était dans une autre région. Et donc ça n'ira pas plus loin parce que y a pas de preuves, donc il peut pas y avoir d'inculpation. Alors que donne le procès malgré le meurtre de Joe? Écoutez, Stanley va quand même le gagner, puisque Brad se présente même pas au jugement et qu'il a même pas d'avocat pour le défendre. Les juges reconnaissent donc qu'il a illégalement récupéré le jetpack et qu'il doit bel et bien 10 millions de dollars de dédommagement à Stanley. Ah, on espère quand même que c'est pas Brad qui ait tué le pauvre Joe. Parce que... Alors, évidemment, tuer quelqu'un, qu'importe la situation, si ce n'est de la légitime défense, ou autre, mais qui soit légitime, ça n'est pas justifiable. Mais, genre, si tu pars tuer quelqu'un, ton pseudo-concurrent, pour pas qu'il puisse récupérer ton jet, puis au final tu tues le mec et tu perds quand même ton jet parce que tu ne viens même pas, ton jetpack, parce que tu ne viens même pas au procès, bah va te faire enculer. Va au bout des choses en fait. Non, je rigole, pardon. Ce serait une très belle victoire si Brad n'était pas introuvable. Et le jetpack avec. Stanley il a gagné son procès mais pour le moment il y a ni Brad ni le jetpack donc il est proprio de que dalle. Brad il a la haine et il va être bon pour une chose, c'est vivre sous les radars. Il déménage régulièrement, il a pas d'adresse fixe et comme c'est pas non plus Pablo Escobar, la police met pas non plus des moyens de ouf en place pour le traquer quoi. Ça reste une histoire de jetpack à la con. Mais Stanley ça lui fout la haine. Et si la justice peut pas l'aider à retrouver son jetpack alors qu'il a gagné son procès, il va le retrouver lui-même. Un beau jour, Brad reçoit un message d'un certain Chris Wenzel, un acteur qui joue dans des petits films et qui a une connaissance d'une connaissance. Il a entendu parler de Brad, il sait
sait qu'en ce moment il est un peu en galère de thunes et ça tombe bien parce qu'il cherche justement un gars un peu chaud pour faire des cascades sur un tournage. Il y aurait juste quelques scènes à tourner dans le désert de Mojave en Californie pour 1500 $. Brad se pose pas plus de questions et il accepte ni une ni deux de le rencontrer dans un petit motel de Los Angeles. Évidemment, arrivé dans la chambre du fameux motel, il tombe sur Chris qui le braque directement avec une arme. Et Brad il est tellement sous le choc dans un premier temps, sa réaction c'est juste se taper une énorme barre. Il se dit oh putain ça doit être une private joke de cascadeur, une espèce de bisutage, c'est énorme. Sauf que non, le Chris il s'énerve, il le plaque au sol, il lui met des droites et ça part en interrogatoire musclé à base de est-ce que c'est toi qui as tué Joe et où est ce The Big Lebowski. Mais sous la pression et à force Classique. de se prendre des droites, Pur certainement, classique. il finit par craquer et par avouer que le jetpack est chez un ami à lui. C'est une grave erreur. Maintenant que Chris et sa bande ont la confirmation qu'il sait bien où est le jetpack, tout s'accélère. Il lui fout un sac sur la tête, il l'emmène dans une autre pièce et il l'enferme dans une grande caisse en bois. Il va être littéralement pris en otage dans cette caisse pendant 8 jours. 8 jours durant lesquels on lui donnera des fois un peu de pizza et un peu de soupe. Vers le 8e jour, une fois qu'il est bien affaibli, on le fait enfin sortir de la caisse et on lui explique qu'il doit signer des papiers et plus précisément des contrats disant qu'il accepte une extradition vers Stanley, il met les moyens. Après, le mec, on sait que c'est un baron de la drogue. Forcément, on sait que tu vas pas t'en tirer comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Bah, bien fait, Brad. Bien fait. Sois un peu plus intelligent, s'il te plaît. l'Arkansas, région où il est c'est recherché logique. pour la fameuse histoire du procès du jetpack. Et il signe aussi un autre papier dans lequel il déclare céder la propriété du Rocket Belt 2000 sans aucune contestation. Et c'est à peu près au moment où il signe qu'il entend un rire venir d'une zone obscure au fond de la pièce. Et ce rire, c'est celui de Stanley. Évidemment, parce qu'il jubile d'être aussi proche de mettre enfin la main sur ce putain de Rocket Belt 2000. Et il est tellement serein qu'il est même pas à visage caché, alors que ce qu'il est en train de faire est totalement illégal. Mais lui, il croit que c'est légal de kidnapper un mec et de le mettre dans une cage en bois pendant 8 jours. Lui, il croit juste Je pense accélérer un peu les que choses en mode chasse. Brad a détruit le jetpack. En tout cas, hop, il refout Brad dans la caisse, sauf que cette fois, ils font une grande erreur, ils oublient de verrouiller la caisse. Ce qui permet donc à Brad de s'enfuir en douce dans la nuit, de prévenir les flics qui viennent d'être victimes d'un kidnapping, et donc les flics vont se rendre sur les lieux de là où Brad était tenu en captivité et procéder immédiatement à l'arrestation de Chris et de toute sa bande. Ils sont tous cons en fait, ils sont tous américains un peu quoi. de contexte quand même, tout ça pour une putain d'histoire de jetpack. Évidemment, toute cette affaire là de kidnapping finit devant la justice et cette fois c'est Stanley qui est inculpé. Et il est pas inculpé pour fraude ou vol de jetpack, il est inculpé pour enlèvement, violence et tentative de rançon. Et même topo pour son acolyte Chris. Stanley, cette tête de con, évidemment, il avoue absolument rien, il comprend même pas pourquoi il est poursuivi en justice, ce qui énerve un peu les juges qui lui foutent donc une peine exemplaire, à savoir la prison à vie. Pendant que Chris, lui, s'en sort avec 6 ans ferme quand même. Face à cette peine exemplaire, Stanley finit quand même par écrire une lettre au juge dans laquelle il s'excuse, il explique qu'il s'en veut à mort d'avoir fait ça, qu'il a juste fait ça dans le but de retrouver son jetpack, mais qu'il réalise finalement le poids de ses actes et que ce qu'il a fait un kidnapping c'est vraiment scandaleux, blablabla, ça marche. Sa peine de prison à vie devient une peine de 8 ans de prison. Si un jour vous avez des problèmes en Californie, chialez dans une lettre, ça marche. Bon, en tout cas, Brad a gagné la bataille, il reste plus que lui dans le projet de jetpack, mais il peut toujours pas l'exploiter, rappelez-vous, sous peine que des huissiers viennent le saisir et qu'ils doivent verser 10 millions de dollars à Stanley. Parce que même si Stanley il a fait une dinguerie derrière, son procès là il l'a gagné le premier. Sachant ça, bah Brad il peut toujours pas utiliser le jetpack, donc il a un plan, ce serait peut-être de le désosser et de foutre les pièces détachées dans des caisses résistantes à l'eau avant d'enterrer les dites caisses dans une rivière au fond de l'eau, bref c'est de la merde. Et d'ailleurs on sait pas vraiment s'il l'a fait. En revanche, avant qu'il se décide à le désosser, les enquêteurs qui suivent quand même sa trace pour essayer d'avoir des news du jetpack vont réussir à le prendre en photo avec le jetpack dans les mains. Grâce à ça, le juge sait donc que depuis tout ce temps il ment, d'autant plus que ça fait 9 ans que ce juge il traîne cette putain d'affaire de jetpack, il en a Il doit être fatigué le juge. Soit il révèle enfin la planque du jetpack, soit il va en tôle tant qu'il refuse de le dire. Voilà, un choix plutôt simple du coup. Brad fait donc la seule chose logique à faire dans ces cas-là, aller en prison. Oui, lui aussi c'est une tête de con et il préfère aller en prison que de révéler où est le jetpack. On est à ce niveau de L'Amérique folie. à moi. C'est donc comme ça que s'achève le projet Rocket Belt 2000. Alors sachez que Stanley évidemment sort de prison 8 ans plus tard et il refait sa vie, il fait complètement autre chose, il oublie cette histoire de jetpack. Brad quant à lui, il finira par sortir de prison après 5 mois et pas après l'entièreté de sa vie comme la juge lui avait dit, c'était juste une menace qu'elle lui avait faite dans le but qu'il crache enfin la localisation du jetpack, mais il a pas cédé. Joe lui, bah malheureusement il a été assassiné et le meurtre ne sera jamais résolu, on sait pas qui a fait ça, mais bon vu le timing du meurtre et ce qu'on a vu sur Brad, on se pose quand même des questions. En revanche, une bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'entreprise de Kinney, souvenez-vous, le mec qui avait un jetpack de base là. Lui, il a pu continuer tranquillement son business pendant toutes ces années. Alors au bout d'un moment, il a eu de la concurrence, il y a d'autres entreprises qui se sont lancées dans ce truc très niche du jetpack. Et d'ailleurs, chacune d'entre elles a eu un projet beaucoup moins bordélique que l'histoire que je viens de vous raconter sur le projet Rocket Belt 2000. Ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu penser que c'est le jetpack en soi qui aurait pu causer la mort de quelqu'un vu que c'est une nouvelle technologie, que c'était dans les années 60, le début du jetpack et tout, c'est hyper tôt. Mais non, écoutez, la technique, elle a toujours été nickel, le truc a été super bien
rien designé. Bill avait réussi tous ses essais et ses prestations comme un chef. Tout roulait parfaitement, c'est juste dommage qu'au milieu de tout ça, il y a eu de l'ego, il y a eu de la convoitise, menant à tout un tas de trucs terribles et menant même à un meurtre. C'était qu'un jetpack, les mecs. What have you done? Merci à vous d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai parlé qu'un stylo dans la main, ça me donnait de la puissance, pour une raison que j'ignore. Prenez soin de vous, à très vite dans d'autres vidéos. Bye. Ok, c'était sympa, Alors, juste, je me remets... Ah non, là, non. Ok, alors... Je suis juste débile, en fait. Je vais juste trouver une autre vidéo à regarder, quoi. Concrètement. Au pire, je sais, je suis bête. Ouais, je me mets en full cam. Vous me voyez en fullish. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Normalement j'avais choisi là, une vidéo de MrBeast. Comme ça, ça part direct. Ça part direct sur YouTube. Bam! A réussi à obtenir un accès illimité à toutes les plus grandes pyramides d'Égypte. Waouh, c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Dans cette vidéo, on va se rendre dans les tombes des anciens pharaons, ainsi que dans des endroits interdits d'accès parce qu'ils sont incroyablement dangereux. Et si on tombe? On est sûr de mourir. On va même nager jusqu'à une tombe souterraine secrète sous les pyramides. Oh mon Dieu! On nous a accordé que 100 heures pour tout explorer. Alors on va pas perdre de temps, on commence 100 tout heures de qui suite. fait à peu près 4 jours. Suivez-moi les gars. C'est ça qu'on va s'amuser. C'est vraiment magnifique. Il y a 4500 ans, quelqu'un a placé ce rocher 4-5 ici. jours. C'est exactement ça. Cette pyramide date d'environ 4500 ans. Le passage qu'on a emprunté mène à ce que les égyptologues considèrent comme le tombeau du roi Khéops, le pharaon qui aurait ordonné la construction des pyramides. Waouh! Mais en vrai, est-ce que dans les pyramides, il n'y aurait pas d'électricité? Est-ce que Maître Gims n'aurait pas raison? Voilà, moi je le dis. Je vous pose la question. Non, le mec qui part en couille dès le début, hein. Ça fait 50 secondes à peine. La pièce dans laquelle on se trouve s'appelle la Grande Galerie. Et on a vu quelle proportion de la pyramide jusque-là? Ça, on le saura probablement jamais. C'est beaucoup trop cool comme réponse. La pièce suivante était la dernière demeure du roi. C'est ce que l'on croit, ouais. On y va! Bah, j'espère que pour entrer, il doit pas vraiment aller à 4 pattes, parce que sinon ça doit bien être chiant. Hein. Qu'est-ce que Alors, voici ma chambre. Bah, mets-toi à 4 pattes maintenant. Ah, il faut rentrer, il faut ramper pour rentrer. C'est tu rentres dans ma maison. Tu descends, tu te mets à 4 pattes, mon pote. Sinon, tu rentres pas. Non, tu... à 4 pattes direct. Parce que là, comment tu... Après, peut-être c'est avec les époques, mais bon, c'est quand même bizarre. Il Quand y même a bizarre. près de Moi, 4600 ans, je dis que c'est cette bizarre. chambre contenait sans doute le corps momifié du roi. C'est ici que le pharaon était enterré. Oui, c'est ça. On suppose que c'est sa toute dernière demeure. Suppose, c'est pas sûr. Je pense que quelque part dans cette pyramide, il y a encore une autre chambre qu'on n'a pas encore trouvée. Et qui pourrait contenir le corps du roi. On va la trouver dans cette vidéo. Parce qu'on va littéralement explorer les pyramides en partant de plusieurs dizaines de mètres sous terre jusqu'au point le plus haut de la plus grande ancienne pyramide de la planète. Waouh! C'était extraordinaire! Avant d'aller explorer les autres pyramides géantes, je veux vous montrer notre campement. C'est sympa. On a une table pour manger, des tentes pour dormir et... Oh, génial! on a même apporté des Ah ouais. lumières pour que vous puissiez voir les pyramides. Ouais, ça doit être la veilleuse la plus chère du monde. C'est la pyramide qu'on va explorer demain. On part à 5h du matin. Reposez-vous bien. Ces pyramides étaient tellement Mais la vérité, c'est que sophistiquées tout pour est un l'époque fond vert. que certains les attribuent La à une réalité est un civilisation montage. pré-égyptienne, tandis que d'autres évoquent des théories plus loufoques, comme celle des aliens. Mais les égyptologues sont convaincus que les premiers Égyptiens les ont construites pour y placer les tombes de leurs rois. À la fin de cette vidéo, on découvrira Eh ben, laquelle de ces théories est la vraie. Les gars, j'espère que vous êtes Il devait prêts à bien l'aimer, découvrir le roi, la hein. prochaine pyramide de notre liste. La Ou alors, pyramide ils de étaient Képhren. bien forcés. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pyramide monumentale? C'est grâce à elle qu'on a appris à quoi ressemblait le parement de calcaire qui ornait toutes les pyramides à un moment donné. Quand les aliens les ont construites. Y a pas eu d'aliens. Rami nous a conduits à près de 30 mètres sous terre, dans les profondeurs de la pyramide de Képhren. De nos jours, pratiquement personne n'a eu l'occasion de pénétrer dans cet endroit. Pour être honnête, on savait pas du tout à quoi s'attendre en descendant ici. Franchement Les propre, hein. Égyptiens avaient des cartons? Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de la chambre funéraire du roi Képhren. Maintenant, c'est un lieu de stockage. Ben, il restaure la pyramide, Jimmy. Ils doivent utiliser des outils. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie chambre funéraire. Oui, Rami nous a d'ailleurs emmenés dans la vraie chambre funéraire qui aurait Ça doit être un abrité métier le corps du particulier roi de faire ça, Képhren. hein.
Je vois un haut plafond. Waouh! On est au plus profond de la pyramide. On y est. Voici la dernière chambre funéraire du roi Kefren. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un truc de fou. Oh, c'était un mec. géant ou quoi? Les c'est blagues, quoi, blagues, ça blagues, humour, humour. Attendez, Regardez la date. ici c'est le nom du gars qui a découvert cette tombe. Qui prétend avoir découvert la tombe, oui, c'est ça. C'est ici que le pharaon était enterré. Vous êtes devant la toute dernière demeure du roi Kefren. C'est un manque de respect si je m'allonge? C'est pas le manque de respect qui m'inquiéterait à ta place, mais plutôt la malédiction. Elle fait quoi, la malédiction? Elle te Tu veux tue en essayer te brisant les os. Non. Très bien, sortons d'ici avant d'être maudits. Oh la vache! Cette pyramide est hallucinante. On n'a pas répondu à toutes nos questions dans le tombeau du roi, mais le portail vers le monde souterrain, sous les pyramides, pourrait nous apporter 20 des minutes, éléments ça de va. réponse. Voici Pour une la fois tombe que du dieu MrBeast ne Osiris. fait pas une vidéo Faut d'une heure. savoir que Oh, mon très Dieu. peu d'humains se sont rendus ici. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Comme vous pouvez l'imaginer, le tombeau du dieu des morts est enfoui profondément sous terre. Oh non, la vache. Ça Par descend contre, vraiment ça tout me droit. rappelle un film. Alors, par contre, le titre, où je ne sais pas ce qui se passe, mais un film où il y a une malédiction, justement, et chaque personne, pendant une expédition, chaque personne qui allait dans le tombeau, il mourait juste après. Alors, je sais pas si c'est un film documentaire, mais je sais qu'il y avait un film comme ça. Et juste, je me souviens plus de ce qui se passe dedans, mais genre, il rentrait dedans, et peut-être même il y avait un monstre, même. Parce que je sais qu'il sortait d'un tombeau pour une recherche historique, et à la fin, dead. Il mourait juste. Par contre, pour trouver le film, Après toi, Karl. déjà que ma mémoire là, elle est brouillée. Oh mon dieu! Comment tu fais pour rester si détendu? Il y a que des petites images qui Ça y pop est, comme on ça. est là. dans l'entrée, Karl. Ouais. C'est l'entrée qui mène vers la tombe du dieu des morts! Elle est grande cette Attends, échelle. il crie vraiment comme ça en VO. Parce que là, le doubleur, il s'est fait kiffer là, je crois. Ah voilà. Oh my gosh. Oh my gosh. Why is he walking down so nonchalant? This is the entrance, Carl. Yeah. To the god of the underworld. Ok. J'ai ma réponse. Hop là, on retourne en French guy. Elle est grande cette échelle. C'est très profond. En fait, si vous tombez, On est sûr de mourir. voilà. Ça fait grave flipper là. Ça me fait moins kiffer du coup. Et comme si on n'était pas déjà assez terrifiés, on est ensuite tombé sur ceci. Ça date de 3000 ans. Ce sont des restes Humains. Oh mon dieu, mais pourquoi je tiens ça à moi? C'est un morceau de Un crâne? morceau de crâne, ouais. Oh mon dieu! Quand on descendra, on sera tellement profondément sous terre qu'on risque de s'évanouir à cause du manque d'oxygène. C'est exact. Chandler se dirige actuellement vers la sépulture d'Osiris. Ok, c'est parti. Oh, je Et ils suis ont dans pas l'eau. de bonbonnes, si c'est le cas. Wow. On sent bien qu'il y a moins d'oxygène ici. Attendez, qu'est-ce que c'est juste ici? Un rocher ou un couvercle? En plein milieu de cette pièce se trouve le sarcophage du dieu Osiris. C'est ici qu'est censée se trouver la porte du monde souterrain. Ouais, donc, essayez d'y aller. Dans le monde souterrain? Eh ben ouais. Réfléchis pas, allez. Oh mon dieu. Ce sarcophage est censé être le portail du monde souterrain, et quasiment aucun être humain ne s'y est aventuré auparavant. C'est profond. Oh mon dieu! Oh, qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je suis qu'un youtubeur, qu'est-ce que... Tournez-vous et regardez vers là-bas, dans le coin à droite. C'est un puits et on sait pas où il va. Vas-y, toi, Karl. Attends, je peux y aller là? Je suis réagi comme ça fait le buzz. J'ai trop peur, mec. Karl, c'est pas très malin. Mec, je suis carrément dans un tunnel égyptien où personne n'est jamais allé. Personne n'est assez fou pour y aller. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe là? Je Je m'entraîne, suis dans c'est un virage du entraînement. tunnel, et c'est de Je plus vois en dans le plus futur. étroit. Mec, je suis littéralement coincé dans ce truc. Ouais, il même va en se plein coincer gré. comme le gars qui est mort à la tête à l'envers là. Karl, t'entres dans l'histoire. J'ai genre 2 Ouais. cm de marge. T'as dépassé bah- la durée limite conseillée pour le taux d'oxygène. Quoi, on peut sortir? Je suis prêt. Alors, avant de mourir et de voir le monde souterrain d'encore plus près, Après, il faudrait une crois qu'il y a caméra moyen de descendre avec glace. dans une on est tige. sorti de là aussi vite qu'on a pu, parce que je veux vivre assez longtemps pour explorer les puits encore jamais vus de la grande pyramide de Gizeh. Il y a encore moins de personnes qui sont allées dans ces puits que dans l'espace. Ah ouais? Ah ça c'est une stat intéressante. Qui Voilà. veut monter un chameau? Ça c'est une stat Partez. intéressante, tiens. Allez, vas-y, caresse-le. Il en a pas envie. Y en a un qui t'a déjà mordu? Oui. Sérieux? Ouais. Et ça fait mal? Ouais. Oh,
Oh, Je te l'avais dit. une autre journée d'exploration nous attend. C'est vraiment incroyable. Chandler, ça va? Oh, tire. J'y arrive pas. Je veux descendre. Il a trop la classe comme ça. Trop bien cette vidéo, je suis sur le dos d'un chameau au pied d'une pyramide d'Égypte. Mec, c'est tellement... Non, ça a un du truc flow, de ça a fou. du flow. Le directeur de tout le Respect. plateau de Gizeh nous a accompagnés pour visiter la 3e pyramide qui se trouvait sur notre liste, la pyramide de Mykérinos. Si vous regardez en bas, vous verrez un peu de granit datant d'il y a 4600 ans. On pense que la pyramide ressemblait à ça à l'époque. Waouh! Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il reste près de 5000 ans plus tard. Ça a vraiment une Voici allure mon ami bizarre, Nolan. quand même, hein. Est-ce qu'on peut l'envoyer en éclaireur là-bas? Oui. J'ai l'autorisation de faire un truc illégal. Nolan, fais attention. Vous pouvez faire genre que vous lui criez dessus, il va flipper. C'est rare de pouvoir grimper sur une pyramide. Je vais en profiter. Descends. Descends, toi. Descends. Je descends? Oui, descends. Eh, très bien. Nolan, déconne pas, descends. Ouais, je descends. Descends. Allez. Eh mec, il déconne, continue, c'est une blague. Mec, C'est une blague. oh la vache, vous m'avez fait flipper de ouf. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais me faire arrêter. Après vous, monsieur. Bon, C'est parti. là j'avoue quand Wow. même que bon, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Attends, filme ça. Pourquoi c'est si Je sombre? suis un grand défenseur de la VF. Parce qu'on a éteint la Il y lumière. a des limites. Ah, d'accord. Il y a des limites. Ceci explique cela. À toi l'honneur. La première descente dans la pyramide nous a conduit à plus de 30 mètres sous terre jusqu'à la toute première chambre de l'histoire de l'Égypte ancienne qui présente des sculptures décoratives. C'est quoi? C'est une décoration avec de fausses portes. On n'avait aucune décoration à l'intérieur des pyramides de la 4e dynastie, à l'exception de celle-ci. Donc c'était il y a quoi? 4000? 5000 ans? 4600 ans. En poursuivant notre voyage au cœur de la pyramide de Mykérinos, le puits Ah ouais, ça suivant doit être nous a vraiment conduit intéressant. à- L'antichambre. Waouh! Ce lieu Parce est que- chargé d'histoire. Il y a aussi le. Voilà, quand il parle de chargé d'histoire, il y a un truc de revenir dans le passé. Et émotionnellement, le cerveau, il comprend quelque chose. Et il y a un truc qui se passe, je sais pas comment l'expliquer. Quand tu tombes sur un truc qui a un passé, t'as l'impression d'être entouré d'une force psychique. Je sais pas comment expliquer, mais c'est à vivre. C'est à Il y a vivre. quoi ici? Alors, je suis jamais allé, Il y a attention. rien. hein. Tu y es allé? Mais Non, Comment tu le sais faudrait alors? qu'on y aille un parce que jour. je le vois d'ici. Et je parle de moi et Ah ouais. moi. Tu vois, Ah, c'est juste un tunnel, y a rien. ouais, ça y est, je vois. C'est bien d'avoir des doutes. La pyramide de Mykérinos, connue pour ses passages complexes, possédait un dernier puits qui descendait jusqu'à la chambre funéraire. Voici donc la chambre du roi, qui a été construite avec un plafond voûté pour alléger le poids. Comment ils savaient ça il y a Il 5000 y a ans? vraiment des gens Si qui on ont sait tagué des construire trucs une dessus. pyramide, On peut construire n'importe quoi. on peut tout construire. On peut tout construire. En sortant, je me suis demandé pourquoi il y avait 3 autres pyramides à côté de celle-ci à l'extérieur. C'est quoi ces 3 mini-pyramides? Mykérinos a fait 3 petites pyramides pour les reines, ses épouses. Mykérinos avait donc 3 femmes. Et ce sont Sympa. leurs tombes? C'est ça. Nolan, viens par ici, Nolan. Oh mon dieu. S'il a pu avoir 3 partenaires, tu peux au moins en trouver une. J'y travaille dur. J'ai découvert une momie. Elle demande jamais d'argent, elle t'écoute toujours, elle parle pas trop. Oh, qu'est-ce qui C'est se un passe très bon choix là pour toi. Tu me proposes une momie? Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Notre visite avec Ashraf touchait à sa fin. Et avant D'accord, qu'il parte, je ne voulais ferai son pas de avis sur un commentaires. truc. C'est pas Si les ce n'est aliens qui ont que, construit bah, alors, les ami pyramides. Miskin. Les aliens, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me brises le cœur là. On n'a pas moins de 124 pyramides dans toute l'Égypte. Tu crois qu'à chaque fois on passe un coup de fil aux extraterrestres? Allô? C'est pas possible. Les Égyptiens Ouais. sont les vrais bâtisseurs. Tarek, Quoi? arrête de parler des aliens. C'est Ce toi. sont les Égyptiens. Si on sait construire une pyramide, on peut tout Mais construire. si les Égyptiens étaient les aliens. Et j'imagine que cette Eh ouais, mon gigantesque pote, sculpture là, ça résout mi-humaine, tout le problème de mi-lion, l'équation. Aussi imposante qu'une montagne en fait partie. Gamberge. D'ailleurs, je parie qu'elle renferme de nombreux secrets. Nous voilà devant le Sphinx avec le docteur Zahi, l'homme qui a quasiment tout trouvé ici. À en croire les rumeurs, il y aurait un Comment ça? temple rempli d'or enterré sous le Sphinx, et c'est ce que je vais tenter de découvrir. Qui a raison? Est-ce que c'est le docteur Ah Zahi ouais ou les complotistes? Bon, Jimmy, Oui, monsieur. aide-moi. Waouh, c'est l'entrée? Ouais. C'est fou, je vais rentrer dans le Sphinx. On va voir si ce temple existe. J'arrive jamais à passer. Et si? Ouah, c'est génial. Bon, voyons voir s'il y a de l'or. Zahi, tout ce que je vois, c'est un trou. Alors j'aimerais que tu fasses une déclaration aux gens. J'attends, Jimmy. Ok, il y a rien dans le Sphinx. Jimmy, tu vas entrer dans l'histoire. Et quelle meilleure façon d'entrer dans l'histoire que de laisser un message aux générations futures? Tu penses que ça va survivre combien de temps ici? Des milliers d'années. Sérieux? On va l'enterrer. Est-ce qu'avec la lettre, je peux enterrer ce swarm en or? Bien sûr. Ça vaut $10 000. Hein? C'est pour le futur.
Ouais. Maintenant, on peut dire que les théories du complot ont vu juste. Il y a bel et bien un trésor sous le Sphinx, puis... Ah, les futures générations qui trouvent la lettre, ils disent mais c'est qui le clochard qui a mis ses déchets dans la pyramide là? Dans le Sphinx, c'est qui le clochard qui met ses déchets là, putain? Bon après dans 300 1500 ans, je sais pas combien de temps là, on sera peut-être juste plus là. Enfin moi je serai plus là, hein. Mais l'humanité. Mais j'aimerais tant une réaction où juste ils voient une lettre, ils disent c'est quoi ce langage de con là? Qui écrit comme ça là? Des vestiges du passé? Ah. Ouais, ça vaut que dalle. Le capitalisme. Le son 3 les gars, je vous des fais Américains. Confiance, le volez pas, ok? À ce moment-là, je commençais à me demander ce que les autres faisaient, jusqu'à ce que j'entende un bruit juste au-dessus de ma tête. Zahi, t'entends cet hélicoptère? Oh la dinguerie. Le mec qui se croit avec eux. Par je ne sais quel miracle, les gars ont réussi à convaincre l'armée et le gouvernement égyptien de les laisser faire un tour en hélico pendant qu'on explorait le Sphinx. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, rien que ça. Rien que Mais ça. l'expérience la Rien que plus ça, ouais. extraordinaire de cette aventure reste encore à venir. Quand tu vas nous emmener au sommet de la pyramide, tu vas révéler aux gens des choses que t'as jamais montrées. De vraies merveilles. Nous spoile pas! Plus on avance dans cette vidéo, plus ce qui se passe est dingue. Mais avant de grimper au sommet de cette pyramide, on s'est dit que le meilleur moyen pour découvrir d'autres trésors, c'était de visiter un lieu où presque personne n'a le droit d'aller. Où est-ce qu'on est alors? On est devant le tombeau d'Emery. L'un des endroits où il est strictement interdit et illégal de pénétrer. C'est pour ça que c'est toi qui vas l'ouvrir. Avant d'entrer, il est primordial, et je dis bien primordial, que vous ne touchiez à aucun de ces murs. Ouais. Compris, Nolan? Ok, compris. Tu devrais rester dehors, mec. N'est-ce pas, monsieur Promis, Touche-à-tout? je touche pas au mur. Quoi? Comment ça? Tu tripotes tout. Je tripote tout? Et t'es empoté. C'est bon? Ouais. Mais il le déteste, ce Honnêtement, mec, ou quoi? je Qu'est-ce pensais qu'il déjà fait? avoir tout vu, mais Qu'est-ce qu'il a j'étais fait? absolument pas prêt pour ce que j'allais trouver dans ce tombeau. Waouh! Les gars, venez! J'y crois pas. Waouh, c'est magnifique. Oh, il y a des Nous sommes dessins dans le de... tombeau d'un des plus grands prêtres de l'Égypte antique. Tu vois, ça- C'est un peu comme le pape aujourd'hui. Personne n'est autorisé Ça, à j'aimerais entrer bien ici. le voir. Ces couleurs ont survécu 4600 ans, donc mieux vaut les préserver au maximum. Cette peinture a été faite il y a 4600 ans. C'est ça, elle a 4600 ans. Il y en a partout. Waouh! Parfois, les tombeaux comme celui-ci sont 1000 fois plus précieux que les pyramides. Ces peintures illustrent la vie quotidienne en Égypte. C'est celle-ci qui nous a permis de comprendre comment les habitants de l'époque confectionnaient leur vin. Sérieux? Juste en haut, on les voit piétiner du raisin. On a tout le procédé. Puis en bas, on a la mise en bouteille. En fait, tout ça, c'est les vidéos YouTube d'il y a 5000 ans. C'est exactement comme les tutos de nos jours. Je crois que c'est la plus belle pièce que j'ai jamais vue. Oui, oui. Attends, Karl, Oui. il y en a d'autres. Waouh, c'est quoi tout ça? Ce sont des citoyens Il se permet, égyptiens il se permet, ordinaires hein. qui font des offrandes. Ta et Enquête. Du vin et de la bière. Au grand prêtre Emery. Il aurait réagi comment s'il lui avait offert la nouvelle collection de Swarm Mr. Beast Lab disponible dès maintenant? Je pense qu'il aurait beaucoup apprécié. Tout comme le succès de cette saison 2 de Swarm's Mr. Beast Lab, notre 4e jour en Égypte ne faisait que commencer. Pour démarrer la journée, direction le cimetière où sont enterrés les ouvriers qui ont participé aux fouilles. Ça va être incroyable, on va bien s'amuser. Pour profiter encore Ah, plus c'est de très ce moment, marrant, ça. rien de mieux qu'une barre Feastables. Attends, et nous alors? Profitez du paysage. Si seulement on avait des Feastables, Ouais. ce serait parfait. Vu qu'il ne nous reste plus que 22 heures, je me suis dit qu'on pourrait remplacer les chameaux par quelque chose d'un petit peu plus rapide. C'est parti? Vas-y, fonce! C'est une dinguerie! Ouais! C'est trop stylé! J'adore, je m'amuse trop! Allez! On est au milieu des pyramides, c'est fou! Pourquoi on a perdu notre temps avec des chameaux? J'ai l'impression d'être dans Indiana Jones! Ça y est, on est arrivé au cimetière des ouvriers. Allons découvrir tout ça. Et qui de mieux pour nous faire visiter ce magnifique endroit que notre cher Dr Zahi? Ce sont les tombes des artisans qui ont construit les pyramides. Si on en croit le Dr Zahi, c'est ici même que tous les ouvriers qui ont travaillé sur les pyramides ont été enterrés il y a plus de 4600 ans. Comme tu as pu le voir, Ah, dans il de doit y en avoir nombreux pas mal tombeaux, des les murs tombes, hein. sont remplis de belles peintures, mais ces gens-là étaient beaucoup moins riches. C'est vraiment magnifique. Regarde, c'est écrit que cet homme s'appelait Néphirsis. Waouh! Et je sais très bien ce que vous vous dites. C'est pas parce que quelqu'un a écrit sur le mur que les ouvriers qui ont construit les pyramides sont enterrés ici que c'est vrai. Moi aussi, j'étais un peu perplexe. Jusqu'à ce que je vois ça. Tu plaisantes? C'est bien ce que je pense. Attends, c'est un crâne? Et je vais te poser une question parce que je sais qu'ils vont avoir des doutes. On est d'accord que c'est pas toi qui as mis ce crâne-là? Absolument pas. C'est à cet endroit précis Ça, on que peut se toujours trouve avoir le des squelette. doutes, mais Depuis bon... 4600 ans? Oui, on ne l'a pas bougé d'un Vous centimètre. me laissez participer aux fouilles? C'est la colonne? Wow. Oui. Genre, jusqu'à où tu vas douter, en fait? Tiens, attends, mais le sable, il est vraiment de cette couleur? Je suis pas sûr. Genre, tu peux douter de tout. Rien ne t'empêche de douter, mais après, il faut avoir un sens raisonnable. Il faut être raisonnable, juste, en fait.
On a découvert que les squelettes d'hommes et de femmes enterrés ici présentaient tous un traumatisme au niveau du dos. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils déplaçaient des pierres énormes. Exactement, oui, en voilà un d'intelligent. Vous, je vous entends pas. Ouais. On vous a coupé la langue ou quoi? C'est pour ça que tu dis que les extraterrestres ont pas fait les pyramides. Les corps des ouvriers en sont la preuve. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais fait, merci de m'avoir offert cette chance. Il nous reste encore un dernier trésor à aller explorer. Ce soir, on va lever le voile sur de nombreux mystères restés secrets au public. Et ils plaisantent pas. On va monter jusqu'au point le plus haut de la grande pyramide de Gizeh. Un endroit que moins de 50 personnes ont eu la chance de visiter Après, ces par dernières contre, ce que années. j'aimerais bien savoir, c'est... Parce que tout à l'heure, le monsieur, il a dit qu'il y avait 124 pyramides à travers l'Égypte. Mais est-ce qu'il y a des pyramides en dehors de l'Égypte? Je pense que oui. Mais j'avoue que là, dire comme ça, où c'est, où il y en a et tout, j'avoue que... Je n'ai pas la culture. Je n'ai pas la culture. C'est le plus beau jour de ma vie. Parfait. Mais avant de grimper au sommet de Et la après cette pyramide de vidéo, on Khéops, fera une petite on pause. va passer au camp de base pour faire une petite pause. Vous savez de quoi j'ai envie de vous parler? De l'Égypte antique? Non, plus important. La saison 1 des Swarms touche quasiment à sa fin. Dans ces valises, il y a tous les différents Swarms qui existent actuellement et c'est la dernière fois que vous les verrez. Eh, franchement, c'est un truc super cool. T'as des enfants, Rami? Ouais. Plus haut, notre guide nous a suggéré de J'en descendre au ai point le plus bas qui se rien trouve à plusieurs foutre. mètres J'en de ai rien à profondeur. foutre. Pourquoi tu Voilà, veux qu'on allez. descende dans ce tunnel de 90 mètres? C'est toi qui as demandé à voir des trucs interdits au public. Pourquoi les pharaons ont pas juste fait un escalier jusqu'en haut? Parce qu'ils voulaient protéger leur sarcophage et leur trésor. C'est tout l'intérêt d'une pyramide. Je suis en train de regretter de faire 1m96. Ouais, quand C'est même débile d'avoir choisi cette taille. plus rapide et mieux que... Bon, bref. Ça me saoule d'être grand. Dis-moi qu'on en Le a mec fait qui la commente, moitié mais il peut par pas... an. Il rack, mais qu'à Lui moitié. non plus, plaisantez pas. Ce Je fais un tunnel re. s'enfonçait sur des centaines et des centaines de mètres. Mais après avoir passé 1 heure à se faufiler dans des passages étroits... Non, mais moi, ça, jamais je pourrais. J'ai l'impression qu'on va se faire enterrer vivant. On est enfin arrivé tout Ce en bas. serait trop marrant un concept où le mec il s'arrête en plein milieu de la... debout. C'est normal d'avoir la tête qui tourne. Tu viens de faire 90 mètres en rampant, donc ouais. J'ai des Bah, genoux pourris, comment j'ai ça doit mal. trop être? Waouh, c'est immense ici. La première fois qu'on a découvert cette partie, on est rentré ici, dans cette énorme chambre, et on n'a absolument rien trouvé. Pourquoi c'était vide? C'était encore à l'heure. Ils ont fait tous ces efforts juste pour construire une fausse chambre. Exact. Putain, mais combien de... Et là, tu te demandes, Si la chambre qui a été trouvée, c'est Le bien mec la est vraie. trop con. peut-être que c'est un leurre. Ce qui signifierait que le corps de Khéops pourrait encore se trouver ici. Ouais, mais comment tu sais que si... Comment tu sais quelle chambre est la fausse, quelle chambre est la vraie? Ça, tu dis, cette chambre, c'est vraiment la plus fake de tous. Bah, c'est la vraie, c'est la vraie. C'est juste qu'on voulait te faire croire qu'il y avait un truc important, mais non. Voilà. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. Ici, quelque part dans la pyramide. Ce qui prouve donc que ces édifices ont été construits pour servir de tombeau au roi d'Égypte. Quoi qu'il en soit, cette fausse chambre renferme le point le plus bas de cette pyramide. Je vais faire partie des rares qui sont descendus tout en bas. Je suis sur le point le plus bas de la pyramide. Maintenant qu'on a vu le point le plus bas de la pyramide, direction le point le plus haut. On a repris exactement le même tunnel interminable jusqu'à notre point de rendez-vous avec le docteur Zahi, qui nous attendait pour débuter notre ascension vers le sommet. Bon, alors écoutez. Il va falloir faire un choix. On ne peut monter qu'à 5 là-haut. Que 5? Que 5. Qui veut rester ici? Bon. Prêt? Pierre, feuille, ciseaux. Non! Ah, Nolan, c'était un plaisir. C'est comme ça. Après avoir décidé qui restait, on s'est retrouvés. Ah oui, c'est vrai qu'il en reste que 2 heures, mais pourquoi ils ont pas fait ça avant? Comme ça, ils interchangent et c'est pas grave en soi. Trouvé dans le couloir qu'on avait pris le premier jour pour nous rendre dans la chambre du roi. On a commencé la Après, vidéo en traversant ce tunnel et pour y a la que 5 terminer, places, on va mais j'espère que c'est découvrir vraiment les vrai, chambres parce que le dissimulées pauvre. tout en haut. Au cours des 5000 dernières années, moins de 50 personnes ont eu la chance de venir ici. C'est peut-être pas le bon moment pour dire que j'ai le vertige. Ah, c'est littéralement le pire moment pour dire ça. Et je peux vous assurer que c'était pas une mince affaire de monter là-haut. Cette échelle menait vers un autre passage Là, c'est vrai encore plus qu'on étroit. comprend vite Il nous pourquoi reste il plus faut qu'une que 5 heure. personnes. Et c'est un vrai parcours du combattant pour arriver au sommet. S'ils sortent après les senteurs, il se passe quoi? Ils se font arrêter par l'Égypte ou quoi? Franchement, je pensais que ce serait plus simple. Alors vous avez mis Parce qu'on est 101 là. heures, On vient c'est mort, d'arriver dans c'est la mort, vous êtes troisième cuits. chambre. On a déjà passé les 2 premières, mais les plus importantes, ce sont les chambres numéro 3, 4 et 5. Allez, direction la 4e. Ok, allons-y, on continue. C'est J'imagine parti. pas le premier Chambre mec qui a numéro découvert 4. ça, comment il devait être Waouh, refait. Karl, t'as vu ça? Waouh, trop stylé. Les gars, on est sur le point de découvrir le sommet de cette pyramide. De toutes les vidéos, 1837. c'est celle que j'ai préféré faire. Vous trouvez pas ça génial que Nolan soit pas là? Moi, perso, je crois que c'est justement ça que je Putain, mais c'est vraiment Nolan qu'ils Il est ont... l'heure de Ouah. rejoindre le sommet. Allez, Mais c'est parti. qu'est-ce que ce Oh la mec a fait? vache. Waouh, Zahi, Oui, comment t'as fait? j'en sais rien. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au point le plus élevé de la pyramide de Khéops. C'est quoi tous On ces l'a trucs là? fait, Chandler.
Wow, oh la vache, il y a des chauves-souris partout. Attention derrière toi. C'est pas comme ça que je voulais que se termine la vidéo. Il nous reste plus que 2 minutes et on est attaqué par... Jimmy, viens voir. Ce que tu vois là, c'est le nom d'un des groupes qui a construit les pyramides. Eber, ça veut dire équipe. Simsu, ça veut dire ami. Et Khéops en égyptien, Roufo. Ok, donc ça veut dire groupe d'amis, équipe de Khéops, et ça a été écrit il y a 4600 ans. Exactement. Tout au long de cette vidéo, on a tenté Et tous d'en les autres apprendre le trucs, ils plus viennent d'où? possible sur l'origine Ça des vient d'où? pyramides. Les égyptologues nous ont révélé les plus belles preuves qu'ils ont Moi pu j'ai un trouver. problème avec les mecs du Les 9-2. Égyptiens Ouais. sont les vrais bâtisseurs. Que ce soit les tombes C'est une des ref, hein, au ouvriers cas où. ou leurs squelettes tous marqués par une vie de dur labeur et enterrés à proximité, en passant par l'exploration Ils du sont sphinx enterrés à la dans des recherche de ses petits- moindres secrets. Y a pas d'aliens. Pour les petits chercheurs, caveaux. ces symboles sont la preuve irréfutable que ces pyramides ont été construites par le peuple égyptien pour servir de tombeau à leur pharaon. C'est ici que notre aventure s'achève. Je sais pas pourquoi l'Égypte nous a laissé voir tout ça, mais je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci à tous les Égyptiens, vous êtes incroyables. Abandonnez-vous à Mr Beast. Non, c'est abonné. Eh ben ma foi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.